Bonjour à toutes. On va commencer cette session Audipol que j'ai le plaisir de modérer en étant par ailleurs présidente de l'association. Je vais demander à Nathalie Créa de venir prendre la parole pour nous présenter l'expérience du comité de Genève. Bienvenue. Donc 20 minutes de présentation et 10 minutes de questions. Bonjour, vous m'entendez? Je devrais tenir mon temps normalement. Merci d'avance. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui l'entretien pré- et postpartum à Genève, prise en compte de la temporalité périnatale au sein d'un réseau spécifique. Vous avez aussi la mention de ma collègue Isabelle Cornet, qui est sage-femme, mais qui n'a pas l'opportunité d'être là aujourd'hui. Donc, juste pour vous faire un petit résumé du contexte suisse. La Suisse est un pays fédéraliste avec 26 cantons qui forment la Suisse et chaque canton a une gestion propre du système de santé. Donc à Genève, on a une direction générale de la santé, une maternité publique qui est la maternité des Hugues, soit les hôpitaux universitaires de Genève, qui est une maternité niveau 3, dans laquelle je travaille en tant que sage-femme. Donc c'est le seul hôpital public du canton. Il y a 4200 naissances par an et en tout 5100 sur le canton. Et on travaille volontiers en collaboration avec les sages-femmes indépendantes que vous appelez libérales ici en France, qui sont l'association Arcade. Et on sait que dans le canton de Genève, le risque de dépression pré- et postnatale est d'environ 20% chez les femmes enceintes. Et ça fait partie d'un plan cantonal de cibler la prévention primaire par rapport à ces dépressions et de constituer un réseau spécifique pour pallier à ces dépressions. J'y viendrai en plus en détail tout à l'heure. Donc, si vous regardez l'image, donc Genève et le canton de Genève, c'est le petit canton tout à l'est de la Suisse, où la ville occupe la plus grande partie du canton. La dépression périnatale, c'est un défi de prévention. Et pourquoi s'en préoccuper? Parce qu'elle est associée à un risque plus élevé de psychopathologie du postpartum, par exemple la dépression, l'anxiété, ou de conséquences sur la santé maternelle, le développement de l'enfant et des troubles de la relation parent-enfant. Plus la dépression est sévère et dure longtemps, plus le risque de répercussion sur l'enfant augmente, soit avec des troubles du comportement, ou des troubles de l'apprentissage ou de la dépression de l'enfant. D'où l'importance du dépistage, notamment via le soutien à la parentalité. La dépression anténatale représente environ 15% en moyenne de la population générale. Pour un tiers, il s'agit du premier épisode de dépression, avec de nombreux facteurs de risque qui sont notamment l'absence de soutien social, des antécédents d'abus ou des troubles psychiatriques, une grossesse non planifiée, des événements de vie stressants, des antécédents de grossesse compliqués ou de perte fœtale. À noter que 20 à 40% se prolongent ou récidivent durant le postpartum. Donc on retrouve là cette notion de temporalité entre l'anté et le postpartum. En ce qui concerne la dépression du postpartum, la prévalence est de 13% dans la population générale
Elle est non diagnostiquée et non prise en charge jusque dans 50% des cas. Les symptômes sont le plus souvent légers à modérés et il y a des pics de prévalence. Au-delà de 7 jours, et ensuite on retrouve un nouveau pic entre 3 à 6 semaines postpartum. Ce pic-là est important puisqu'on l'a pris en compte dans notre projet d'entretien périnatal que je développe tout à l'heure. Et bien sûr, elle a un impact sévère et rapide sur la relation mère-enfant, puisque plus la dépression est longue et sévère, plus le risque de répercussion sur l'enfant augmente, avec les troubles qu'on a détaillés juste avant. Pourtant, la dépression du postpartum et plus globalement les dépressions périnatales sont mal connues, en France comme en Suisse, non dépistées et donc très peu prévenues et mal soignées. Et un dernier point qui est non des moindres et qui sera détaillé tout à l'heure par ma collègue, la dépression du postpartum maternel augmente le risque de dépression postpartum paternelle. Les facteurs de risque sont les mêmes que ceux de la dépression anténatale et on en rajoute d'autres, comme notamment la faible estime de soi, des traumatismes infantiles ou des complications médicales dans le postpartum. On retrouve dans ces éléments l'importance des déterminants de santé et sociaux et du coup, on peut déjà extrapoler en disant que garantir la bonne santé et le développement des enfants d'aujourd'hui, c'est agir pour les parents, les citoyens et la société. Le programme transversal de soins psychiques et périnatales est effectif depuis un petit moment maintenant et il nous a permis d'amener l'entretien périnatal à Genève. Je vous refais un bref historique, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous assommer, mais pour comprendre un petit peu comment cet entretien a pu se mettre en place en Suisse. Dans le cadre d'une étude en 2017 et 2008 à Genève sur la prévention de la dépression du postpartum, certains besoins ont été mis en évidence, qui sont le manque de coordination et de connaissance du réseau genevois, le manque d'information des femmes concernées, un besoin d'espace spécifique où les femmes peuvent parler de leurs ressentis et de leurs craintes durant la grossesse, et la possibilité d'intervention courte, efficace et bien tolérée par les femmes déjà durant la grossesse afin de prévenir et traiter les symptômes dépressifs. En 2008 se forme un groupe de réflexion multidisciplinaire pour une meilleure collaboration et ce groupe intègre une journée de réflexion genevoise intitulée « L'Alliance contre la dépression » et organisée par la Direction générale de la santé, qui ont mis en exergue 2 projets prioritaires. L'un était l'édition d'un guide de différentes ressources genevoises qui inclut soit des professionnels ou soit des lieux où diriger les femmes à risque de dépression. C'est la petite image que vous voyez sur le côté droit. Et le deuxième projet, c'était d'élaborer justement un entretien périnatal préventif. Et en 2009, le programme transversal de soins santé psychique et périnatalité a pour mission de promouvoir l'information, la prévention et les dépistages de la dépression périnatale en ciblant les professionnels et la population, d'élaborer le guide mentionné auparavant, de promouvoir la collaboration interdisciplinaire et les liens entre santé physique et psychique en périnatalité, développer l'entretien périnatal, améliorer l'orientation des femmes et sensibiliser et soutenir les professionnels non psy dans la prise en charge globale des femmes. En 2021-2022, grâce au soutien financier de la Direction générale de la santé, excusez-moi pour la coquille, c'est bien 2021-2022,
on a pu mettre en place cet entretien spécifique, où je ciblerai les spécificités juste après, grâce à plusieurs partenaires, qui sont l'Association des sages-femmes indépendantes de Genève, l'Arcade, qui sont la Haute École de Santé de Genève, qui est l'école sage-femme à Genève, et la maternité des hôpitaux universitaires de Genève. Avec ces 3 collaborateurs, on a pu mettre en place l'entretien périnatal, dont le but premier est de sensibiliser les femmes en leur offrant un lieu d'écoute personnalisé, dépister les fragilités psychiques et valoriser les ressources et orienter les femmes qui ressentent le besoin vers des lieux de soins spécifiques. L'entretien en lui-même comprend 2 volets, un volet prénatal et un volet postpartum. Et durant ces entretiens, on peut cibler en fonction de l'anamnèse et de la situation de la dame sur le moment, soit le côté empowerment, j'y reviendrai tout à l'heure, soit le côté vécu, stress perçu et identifier le niveau éventuel de dépression périnatale déjà en place. Les spécificités et les objectifs de ce projet 2021-2022, c'est de mettre en place des entretiens pré- et postnataux, favorisant la santé psychique de toutes les femmes, tout au long de la période périnatale. L'entretien prénatal peut se faire à n'importe quel moment de la grossesse. Il n'est pas défini de façon précoce comme en France. Et le postpartum se fera à un moment plus précis. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Le deuxième objectif et la spécificité, c'était d'informer sur les entretiens pré- et postpartum pour soutenir la construction de la parentalité et favoriser la santé psychique chez toutes les femmes tout au long de la période périnatale, et finalement de développer un réseau de professionnels compétents en formant des professionnels à l'entretien. L'entretien est une intervention d'accompagnement de la sécurité émotionnelle en périnatalité pour les femmes. C'est un temps d'échange où elles ont la possibilité d'être accueillies dans leur expérience de la maternité, d'exprimer leurs émotions, quelque chose qu'elles n'ont peut-être pas forcément la possibilité de faire lors d'une consultation prénatale, de trouver et mobiliser leurs propres ressources, de renforcer leur sentiment de compétence maternelle et de prévenir les difficultés liées à la parentalité. Et l'entretien postpartum va se faire à 4-6 semaines postpartum, puisqu'on a vu auparavant que c'était un espace-temps où il y avait la possibilité d'avoir de nouveau un pic de dépression à ce moment-là. Pourquoi on offrirait cet espace à ces femmes? Des raisons supplémentaires sont que la période périnatale est faite de bouleversements intrapsychiques. C'est une crise identitaire, ça c'était les travaux de Erickson et Racamier. Il y a une réactivation des souvenirs inconscients avec notamment la transparence psychique, où les travaux de Pidovsky l'ont détaillé. Il y a aussi un approvisionnement mutuel entre la mère et l'enfant qui va devoir se faire, qui fait appel aux notions de représentation de son futur, avec le bébé imaginaire qui sera par la suite confronté au bébé, à l'enfant réel. Ça, c'est les travaux du Dr Stern et de Bobley. Et ensuite, on sait aussi que c'est un réaménagement familial qui implique des changements de rôle. On devient père, on devient mère, de couple, on devient parent, et les parents deviennent grands-parents. Sans oublier que la naissance est aussi un acte social qui
où il faut correspondre et atteindre des références sociales, et c'est l'acquisition d'un nouveau rôle avec de nouvelles compétences. Donc cette période périnatale faite de transition et de remaniement psychique important va demander des adaptations. Et le fait d'offrir cet échange de paroles avec la mère, c'est aussi pour l'aider à prendre conscience de ces adaptations et de prévenir des stress liés à cette adaptation. Vous vous souvenez, je vous ai parlé qu'il y avait un peu deux volets dans cet entretien périnatal. Donc il y a le volet pré- et postpartum, mais à l'intérieur de ces deux entretiens, il y a aussi le volet empowerment, où on va valoriser les compétences maternelles, ou l'aider à valoriser ses compétences maternelles. Et c'est de ça dont on va parler maintenant. Donc on va, pour le volet empowerment, on utilise ce qu'on appelle l'entretien psychoéducatif qui a été mis en place par le professeur Chantal Razurel qui travaille à la Haute École de Santé à Genève, qui consiste à permettre à la femme de s'adapter à son nouveau rôle de mère et de renforcer son sentiment de compétence en agissant sur son stress perçu. Le stress est défini comme une perception ressentie par l'individu, provoquée par une situation nécessitant une adaptation et dépassant ses ressources. En d'autres termes, lorsque les ressources habituelles sont dépassées, cette adaptation peut entraîner une perception de stress. C'est notamment les travaux de Lazarus et Folkman. L'entretien, côté empowerment, aura plusieurs étapes. La première étape, c'est d'investiguer le stress perçu en cernant les événements provoquant un stress chez la femme et l'aider à accueillir et expliquer les émotions liées à ce stress. On fait raconter la maman pour percevoir sa réalité. On travaille sur ses représentations. Ce qui pourrait se passer suite à cette première étape, c'est qu'on lui amène directement des éléments de connaissance ou des conseils. Mais on a remarqué que si on passait tout de suite à cette étape-là, il n'y aurait pas de changement profond et sur le long terme dans ces représentations. Par exemple, si madame dit que son bébé pleure constamment, c'est qu'il a encore faim et que du coup son lait n'est pas bon ou n'est pas assez nourrissant pour son nouveau-né. Si à ce moment-là on lui dit que son lait est forcément bon, qu'il n'y a pas de lait pas assez nourrissant, on n'aura pas un changement de perception chez la femme. Le but, ça sera alors de rompre le lien pleurs égale faim. Pour ce faire, on passe à la deuxième étape de l'entretien qui est de travailler autour de son stress perçu en déconstruisant les représentations qu'elle a de la situation, en mettant en évidence les contradictions et en prenant des exemples proches, mais dans lesquels la mère n'est pas forcément concernée dans l'immédiat. On crée une rupture épistémologique qui permet la remise en cause de ces représentations. On amène le doute sur ces représentations. On va l'interroger. Est-ce que vous verriez d'autres raisons concernant les pleurs de votre enfant ? Ou on va l'aider avec des contre-exemples. Par exemple, vous avez une grosse journée et votre esprit est occupé par tous les événements. Vous prenez votre repas, mais lorsque vous vous couchez, vous avez du mal à trouver le sommeil. Est-ce pour autant que le repas n'était pas suffisant ? Est-ce que vous pourriez avoir besoin d'autre chose ? Puis la troisième étape, c'est de reconstruire de nouvelles représentations. Et là, on apporte l'aspect éducatif, conseil et éléments de connaissance que la femme va pouvoir prendre en compte à ce moment-là. Et on va l'aider à elle-même proposer de nouvelles stratégies. On l'aide à réfléchir autour de ça. Et la quatrième étape, c'est d'investiguer le soutien social
et optimiser son adéquation. Donc, investiguer ses ressources personnelles. Le but de l'entretien psychoéducatif est de permettre à la femme de s'adapter à son nouveau rôle de mère en l'entraînant à trouver ses propres ressources afin de favoriser une construction sécure de la parentalité. Ça, c'était pour le côté empowerment. Et bien sûr, ce côté-là n'interfère pas avec le dépistage de la dépression périnatale, avec lequel on utilise beaucoup l'échelle EPDS. Je pense que vous la connaissez tous, donc je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais c'est un questionnaire qui peut être rempli par la femme en ligne, qui comprend 10 items et qui nous permet d'identifier l'éventuel niveau de dépression chez cette femme et de pouvoir la réorienter du coup. C'est un questionnaire qui est aussi disponible dans plusieurs langues. Donc les objectifs, c'est vraiment de l'entretien, c'est d'améliorer l'adaptation à la naissance par des interventions couplées pré- et postnatales, de préparer à la parentalité en valorisant les compétences maternelles et, si nécessaire, d'améliorer la santé psychique des femmes. Chaque entretien est individuel et confidentiel, mené par une sage-femme spécifiquement formée à l'entretien, basé, comme on l'a dit, sur des techniques d'entretien avec une approche psychoéducative qui vise à identifier les facteurs de stress dans le but de potentialiser les ressources maternelles et, si nécessaire, réorienter la femme vers un réseau de soins pertinent qui peut être tout à fait multidisciplinaire. À noter que l'entretien prénatal est fait en général en maternité et l'entretien postpartum se fera donc 4 à 6 semaines, comme on l'a dit, par les sages-femmes indépendantes ou libérales. Et on a une excellente collaboration entre la sage-femme qui aura fait l'entretien en anténatal et celle qui le fera au postpartum, où lui est transmis les informations pour lesquelles la femme était d'accord qu'on transmette les informations. Donc, et ça se fait via un fichier informatisé sécurisé. Alors, je passe vite, vous l'aurez dans le PowerPoint, mais voilà, comme c'est un travail qui est financé par la Direction générale de la santé, on avait des objectifs à atteindre, que vous voyez là, un certain nombre d'entretiens sur l'année 2020 et 2022. Et aussi, comme l'objectif c'était d'informer, on a distribué des flyers, on a fait passer de multiples informations sur les réseaux sociaux, on a participé à des colloques inter- et intradisciplinaires, et on a pu publier aussi dans certains journaux, notamment la revue Obstétrica, qui est la revue nationale des sages-femmes indépendantes en Suisse. Et il y a des professionnels qui ont pu être formés. Comme on l'a dit, ça faisait partie du projet. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. On va laisser la place aux questions. S'il n'y a pas de questions, je voulais savoir combien est rémunéré l'entretien en Suisse, oui, chaque entretien. C'est une bonne question. Comme c'est un projet financé, la femme ne paye rien. C'est un entretien gratuit. Soit l'entretien prénatal, soit postpartum. Et le professionnel, il a quoi? Et le professionnel, on facture 50 francs suisses, ce qui fait 50 francs suisses, ce qui fait un petit peu moins en euros. D'accord. Et l'entretien, tous les projets sont formés. Il y a une structuration au niveau du canton qui dit la formation doit contenir ça et ça à partir des travaux de Razurel, ou n'importe qui peut faire les entretiens.
Non, comme je l'ai mentionné, c'est des sages-femmes spécifiquement formées. Spécifiquement formées. Oui, hein. et elles sont formées par notamment Chantal Rajurel, si elle est disponible, sinon par une de ses collègues. Ouais. C'est de la formation avec ensuite des mises en pratique dans des ateliers, avec des acteurs, etc. C'est très bien structuré. Et c'est que les sages-femmes? S'il y a des médecins intéressés, alors il y a des médecins qui sont intéressés, qui peuvent participer, ils peuvent. Ouais, qui ont déjà été formés. Mais dans le cadre de ce projet-là, ensuite, c'est les sages-femmes qui donnent l'entretien. Y a-t-il des questions dans la salle? Je ne veux pas monopoliser la parole. Ceux qui sont intéressés, je vous conseille de lire et d'acheter le petit livre de Madame Rajurel, que j'ai acheté 2 fois, parce que je pense qu'il y a un étudiant qui est parti avec le premier. Elle explique très très bien. Ça a été mis sur la diapo, mais il y a une question? Je ne la vois pas. Alors, peut-être que vous pourrez reposer des questions à la suite de la prochaine présentation. Est-ce que Marie-Julia est là? On vous laissera la possibilité de reposer des questions après cette présentation de Marie-Julia Glutier, qui est également sage-femme, enseignante à Genève. Et à titre d'information, si nos oratrices sont d'accord, les présentations seront accessibles sur le site de l'Audipog. Et on vous demande d'inscrire, si vous voulez bien, votre adresse mail. À la sortie, on devrait mettre une petite fiche pour récupérer vos coordonnées et vous prévenir directement de la mise à disposition. Et puis, il y a le problème de la clé. Alors, on va inverser et demander à Marine Julien de faire sa présentation. Elle a toutes les informations, Marie-Julia. OK. Donc, c'est sur l'impact psychologique. On en est là dans le facteur de risque postpartum. Voilà, sur les troubles psychologiques. Marine, je te laisse te présenter. Merci. Merci beaucoup. Donc, je suis Marine Pranal, je suis sage-femme au CHU de Clermont-Ferrand et donc je vais vous présenter les résultats de notre étude de psyché. En fait, juste pour resituer un petit peu le contexte, on avait mis en place cette étude suite au retour finalement de nos patientes en suite de couche lors de leur... On n'entend rien? Les deux? Et puis on va n'entend pas. Si jamais on pouvait baisser la ventilation, mais sinon il faut parler fort. D'accord. Donc, je disais que cette étude avait été mise en place suite au retour de nos patientes en suite de couche lors de leur 2e ou 3e grossesse et qui nous faisait part finalement des difficultés qu'elles avaient pu avoir lors de leur postpartum. Et on s'était rendu compte que finalement, les patientes sortant de plus en plus tôt, on avait peu d'informations de ce qui se passait après l'accouchement. Et d'autant plus dans les situations qui pouvaient être traumatiques comme les situations d'hémorragie du postpartum immédiat. Donc voilà, c'est un petit peu dans ce contexte-là qu'a été instaurée cette étude, l'étude psyché, qui porte donc sur les prévalences des troubles psychologiques en cas d'hémorragie du postpartum immédiat. Donc, pour refaire le point sur les différentes définitions, l'hémorragie du postpartum immédiat, on le sait tous, elle se définit par des saignements dans les 24 heures qui suivent un accouchement qui vont dépasser les 500 millilitres, quelle que soit la voie d'accouchement, que ce soit une césarienne ou une voie basse. C'est une complication qui est fréquente, qui complique 5 à 10% des accouchements en France. Et surtout, elles sont pourvoyeuses d'une mortalité maternelle importante, même si dans le dernier rapport des morts maternelles de 2021, on voit que le taux de décès par hémorragie est en fort recul ces dernières années. Ça reste quand même une cause majeure de mortalité maternelle et surtout un épisode morbide majeur, puisque dans sa prise en charge, il va y avoir des actes de transfusion, des actes de réanimation, des transferts en embolisation, etc.
Donc un événement qui peut être grave pour les femmes. Pour ce qui est des troubles psychologiques durant la période du postpartum, eh bien, ce qui est le plus souvent décrit, on parle de la dépression du postpartum. Hein, ça a été largement évoqué par l'oratrice juste avant moi, avec un pic à 4 à 6 semaines après l'accouchement pour les femmes, et qui aurait une prévalence autour de 10 à 20% durant la période donc, du postpartum. Mais il y a également d'autres troubles psychologiques qui surviennent durant cette période, qui ne sont pas spécifiques au postpartum, mais voilà, qui peuvent survenir durant le post-accouchement, avec l'anxiété qui se traduit par des soucis qui sont très importants, majeurs, et qui perdurent dans le temps. Ce n'est pas une anxiété adaptative. Et dans la littérature, on retrouve qu'à peu près 20% des femmes en postpartum souffriraient d'une anxiété pathologique. Pour ce qui est du trouble stress post-traumatique, donc lui, il va survenir suite à un événement d'une particulière gravité ressentie par les femmes. On retrouve une prévalence de ce trouble chez nos patientes en postpartum autour d'un peu moins de 10%, 5 à 9% en fonction des études. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'un certain nombre d'éléments vont faire varier la survenue de ces troubles psychologiques durant cette période. Bien entendu, les antécédents personnels des femmes, si déjà elles ont déjà eu une dépression, une dépression dans leur vie, pas forcément en lien avec la grossesse ou l'accouchement. Aussi, elles ont eu également des événements traumatiques au cours de leur vie, des situations, un contexte de violence, etc. Mais ce qui va particulièrement nous intéresser, nous, durant cette période, c'est tout ce qui va être en lien, finalement, avec le domaine de la périnatalité, l'obstétrique. Et on sait, c'est décrit que, finalement, les complications pendant la grossesse, notamment les hospitalisations, les pathologies qui vont survenir au cours de la grossesse, les pathologies hypertensives, majorent la survenue de ces troubles durant le postpartum chez ces femmes. À l'inverse, heureusement, il y a des éléments qui vont minorer la survenue de ces troubles. Le fait qu'au moment de l'accouchement, la patiente ait un entourage qui va être rassurant, qui va la mettre en confiance. Le fait aussi qu'elle ait la sensation de maîtriser son travail sont des éléments qui vont diminuer la survenue de ces troubles dans le postpartum. Et enfin, un autre élément qui nous intéresse particulièrement, on sait que les accouchements qui vont être considérés comme moins physiologiques, avec des interventions comme les césariennes ou la réalisation d'un forceps au décours de l'accouchement, vont majorer la survenue de ces troubles durant la période du postpartum. Donc à la lumière de ces différents éléments, et comme je vous le disais, suite au retour de nos femmes, on s'est interrogé sur le lien, sur l'impact que pouvaient avoir finalement les hémorragies du postpartum sur le psychique des femmes qui avaient une hémorragie au décours de leur accouchement. Bon, on s'est dit, on va regarder un petit peu dans la littérature qu'est-ce qu'il y a là-dessus, et on s'est rendu compte qu'il y avait peu de travaux qui avaient été publiés. Vous le voyez, un peu moins d'une dizaine, donc une qui avait été réalisée par interview téléphonique, mais qui commençait à être un petit peu ancienne. Des études qui avaient été réalisées par des autoquestionnaires, il y avait également une revue systématique de la littérature. Mais globalement, il y avait quand même des problèmes méthodologiques dans ces travaux qui avaient été publiés, notamment l'utilisation de questionnaires qui n'étaient pas forcément validés, le fait aussi que les femmes n'étaient pas toutes interrogées au même moment par rapport à leur accouchement, donc on pouvait se poser la question d'un biais de mémorisation. L'absence parfois aussi d'un groupe témoin-contrôle, c'est-à-dire que c'était uniquement les femmes qui avaient saigné à leur accouchement qui étaient interrogées et on ne les comparait pas à celles qui n'avaient pas eu de saignement au décours de l'accouchement. Et puis en plus, pour la plupart, elles s'intéressaient aux hémorragies sévères, donc avec des saignements au-delà d'1,5 litre ou qui avaient eu des prises en charge très importantes au décours de ces hémorragies, transfert en embolisation, etc. Un autre élément aussi qui nous paraissait limitant dans ces travaux, c'est que finalement ces femmes étaient suivies sur un laps de temps assez court, 4-6 mois maximum, alors que notamment pour la dépression du postpartum, on le sait que ça peut survenir jusqu'à 1 an après l'accouchement. Donc ça nous paraissait peut-être, finalement, on ne s'intéressait pas à des femmes qui pouvaient avoir eu une dépression du postpartum. Donc l'objectif principal de cette étude psyché, c'était d'évaluer la prévalence, le score moyen pour les échelles pour les échelles qui évaluaient ces troubles psychologiques, et évaluer le risque de dépression du postpartum à 2 mois, 6 mois et 1 an après l'accouchement. Vous voyez, donc sur un laps de temps assez long.
En objectif secondaire, c'était évaluer également les prévalences, le score moyen et le risque de développer l'anxiété et le stress post-traumatique au même temps. Donc en fait, on a essayé d'avoir un éventail assez large des complications psychologiques qui pouvaient exister durant cette période du postpartum. On a donc réalisé une étude transversale, répétée. On a interrogé nos femmes en suite de couche à 2 mois, 6 mois et 1 an de l'accouchement. C'était les patientes qui avaient accouché au CHU de Clermont-Ferrand, qui est la seule maternité de type 3 de l'Auvergne. Pour constituer notre groupe exposé, c'était les femmes qui avaient eu une hémorragie du postpartum, donc avec des saignements supérieurs à 500 ml au décours de l'accouchement. Et pour le groupe non exposé, c'était des femmes qui n'avaient pas eu d'hémorragie. Pour les choisir, finalement, on proposait à la femme qui avait accouché juste avant et celle juste après la femme qui avait eu une hémorragie. Je vous ai remis ici nos critères d'inclusion, les critères d'exclusion. Donc, on a proposé l'étude à des femmes qui avaient accouché à un terme de viabilité supérieur ou égal à 22 semaines d'aménorrhée, quel que soit le mode d'accouchement, voie basse, césarienne, extraction, etc., quelle que soit la parité ou le mode de présentation fétale, et également quel que soit le type de grossesse, singleton, gémellaire. On n'a pas eu de grossesse triple. Et puis, pour le critère d'exclusion, c'est le miroir de ce que je viens de dire. Juste à noter pour un souci de prise en charge homogène, on n'a pas inclus les femmes qui ont accouché dans une maternité périphérique du CHU et qui auraient été secondairement transférées pour un rapprochement mère-enfant ou autre. Voilà, pour être sûr que toutes nos patientes aient eu la même prise en charge finalement au CHU. Pour recruter les patientes dans l'étude, on a proposé à nos femmes, durant leur séjour en suite de couche, de participer à l'étude psyché. Leur rôle, c'était de répondre à des enquêtes par des autoquestionnaires, donc un premier qui se déroulait durant les suites de couche en version papier. Et pour la suite, c'était donc des autoquestionnaires en ligne à 2 mois, 6 mois, 1 an de l'accouchement. Il n'y avait pas de visite supplémentaire ou d'examen biologique en plus à faire. C'était vraiment limité à des questionnaires. Et pour limiter les biais, on s'est appuyé sur des questionnaires qui étaient tous validés en français, qui étaient largement utilisés dans le domaine de la psychiatrie. Et puis, surtout, on les faisait toutes remplir à un même moment par rapport à leur date d'accouchement. Comme ça, on évitait qu'il y ait des oublis et qu'elles ne soient pas interrogées toutes à la même date. Et on a également cherché à connaître la personnalité de base de ces femmes, parce que, comme je vous le disais, ça fait partie des facteurs qui peuvent majorer la survenue de ces troubles, le fait que si la patiente est déjà anxieuse de base ou dépressive. Donc, pour cela, on leur a fait passer un questionnaire durant le séjour en suite de couche. Voilà ce petit schéma qui vous présente la chronologie des questionnaires qu'on a utilisés. Donc voilà les 3 troubles, la dépression du postpartum. On s'est appuyé sur le questionnaire d'Édimbourg dont vous a parlé l'oratrice précédente, qui est largement utilisé en périnatalité. Pour ce qui est de l'évaluation de l'anxiété, on s'est appuyé sur le GAT-7, qui est un questionnaire assez court en 7 questions en fait. Et puis pour évaluer la personnalité dépressive préexistante finalement des femmes, on s'est appuyé sur le questionnaire de Spielberger. Et pour le trouble de stress post-traumatique, sur le questionnaire IESR. Voilà, tous sont des questionnaires qui étaient validés en français. Donc pour les résultats de notre étude, durant la période d'inclusion au CHU de Clermont-Ferrand, on a eu 7274 accouchements avec 887 femmes qui ont eu une hémorragie du postpartum. Et parmi ces femmes toutes, bien sûr, n'étaient pas éligibles. On avait des mineurs, on avait des femmes qui ne parlaient pas français. Donc on avait 819 femmes qui potentiellement auraient pu rentrer dans l'étude. Au final, en suite de couche, donc au moment de l'inclusion, on a eu 1298 femmes qui ont accepté de participer à l'étude, dont 528 qui avaient eu une hémorragie et 770 qui n'avaient pas présenté d'hémorragie du postpartum immédiat. Donc ça fait une participation qui est autour de 65%, donc qui nous paraissait satisfaisante. Malheureusement, par la suite, on le voit, on a des femmes qui ont abandonné de répondre à nos questionnaires. C'était des questionnaires qui étaient, encore une fois, cette fois-ci en ligne. Elles recevaient un mail et elles cliquaient sur le mail pour compléter le questionnaire sur une plateforme. Malgré les relances, voilà, on voit que on arrive
au fur et à mesure du temps, les femmes ont malheureusement parfois lâché l'étude. Avec, vous voyez, à 1 an, on a 63,5 perdus de vue. Voilà, ce qui est regrettable, mais voilà, ça fait partie des problèmes des études par auto-questionnaire. Au niveau de nos deux groupes, forcément, il y avait des différences entre les femmes du groupe exposé, où c'était des femmes qui avaient saigné à l'accouchement, et celles du groupe non exposé qui n'avaient pas eu de saignement. Déjà, rien qu'au niveau du volume de saignement à l'accouchement, mais aussi sur leur mode d'accouchement. On avait plus de femmes dans le groupe hémorragie qui avaient accouché par césarienne que dans le groupe des femmes non exposées. L'origine géographique aussi était différente, la consommation de tabac. Tous ces différents facteurs qui sont directement en lien finalement avec des facteurs de risque d'hémorragie, eh bien, ils ont été pris en compte pour réaliser nos analyses et vous présenter nos résultats. Donc, pour répondre à l'objectif principal qui était de calculer les prévalences de ces troubles, donc dépression, anxiété, troubles de stress post-traumatique, à 2 mois, 6 mois et 1 an de l'accouchement, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Eh bien, c'est que finalement, ces prévalences sont quand même assez fortes, assez élevées. On voit à M2, pour citer la dépression, on est à 24,4% chez les femmes qui ont eu une hémorragie et 18,2% chez les femmes qui n'ont pas eu d'hémorragie. Ça reste des prévalences qui sont élevées même à 1 an de l'accouchement. Je sais pas, voilà, vous voyez par exemple même dans le groupe non exposé, on est à 15% de dépression du postpartum à 1 an. Ce qu'on remarque aussi, c'est que, comme je vous le disais, donc à 2 mois, donc assez proche finalement de l'hémorragie, les femmes qui étaient dans le groupe exposé avaient des prévalences qui étaient supérieures aux femmes qui n'avaient pas eu d'hémorragie concernant le trouble de la dépression du postpartum et le trouble de stress post-traumatique. On voit la différence, elle est significative. Et donc à 2 mois, on avait chez les femmes qui ont eu une hémorragie 12,8%, quasiment 13% de troubles de stress post-traumatique à 2 mois, contre un peu moins de 8% chez les femmes qui n'avaient pas eu d'hémorragie. Pour ce qui est les scores moyens aux échelles d'évaluation des différents troubles, on va surtout regarder les résultats ajustés sur les différents facteurs dont j'ai pu parler, l'origine géographique, le tabac, l'IMC aussi qui jouait. Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à 1 an de l'accouchement, on constate encore une fois que les femmes qui ont eu une hémorragie du postpartum avaient des moyennes ajustées au score qui étaient supérieures à celles du groupe sans hémorragie. Donc plus de troubles de stress post-traumatique chez les femmes qui ont une hémorragie. Si on s'intéresse maintenant au risque, ou sur-risque ou sous-risque de développer un de ces 3 troubles aux différents temps de l'enquête, on constate finalement qu'il n'y avait pas de différence entre les femmes qui ont une hémorragie et les femmes qui étaient dans le groupe non exposé. Pour discuter un petit peu de ces résultats, si on compare les prévalences qu'on a pu retrouver aux données qui ont été publiées sur la même thématique, qui portaient aussi sur l'évaluation de ces troubles chez les femmes qui ont une hémorragie. Finalement, la prévalence qu'on avait chez nos femmes de 24,4% de dépression du postpartum à 2 mois de l'accouchement me semble un petit peu supérieure à ce qui avait été retrouvé dans les autres études. Je vous présente les résultats à 2 mois parce que, comme je vous l'ai dit, les travaux ont porté surtout sur une distance assez courte de 4 mois après l'accouchement. Donc c'est pour ça que je mets en lien ces résultats à M2. Donc voilà, pour la prévalence de la dépression du postpartum, on avait une prévalence un peu supérieure. Pour le trouble de stress post-traumatique, eh bien, en fait, dans les travaux publiés, l'échelle était vraiment très étendue. Vous voyez, de 5 à 45% de troubles de stress post-traumatique dans les travaux publiés. Nous, on était à quasiment 13%, donc on va dire qu'on se situe à peu près dans la moyenne. Et pour le trouble d'anxiété, ça va être difficile de comparer notre prévalence, puisque finalement, dans les études, ils n'ont pas réalisé ce calcul-là. Donc, ce qu'on retient aussi, comme je vous l'ai dit, les prévalences de la dépression du postpartum et du trouble de stress post-traumatique étaient supérieures chez nos femmes qui avaient eu une hémorragie du postpartum à 2 mois. Finalement, comme si la proximité temporelle de cet événement vécu comme traumatique par les femmes, l'hémorragie, va majorer la prévalence de ces troubles dans un délai court après l'accouchement.
On peut se demander s'il n'y a pas une réelle prise de conscience du caractère grave, potentiellement dangereux pour les femmes, de l'hémorragie, et ce qui suggérerait une réponse psychologique à cet événement aigu chez ces patientes qui vont avoir des hémorragies. Pour ce qui est des moyennes ajustées, encore une fois, c'est difficile de se comparer parce que dans les travaux publiés dans la même thématique, on ne retrouvait pas forcément cette analyse. Je vous rappelle encore une fois qu'on retrouvait des moyennes au score ajusté qui étaient supérieures à 1 an de l'accouchement concernant le trouble de stress post-traumatique pour les femmes qui avaient eu une hémorragie du postpartum. Ça suggère finalement 1 an, c'est quand même long, qu'il y aurait des conséquences sur le long terme pour ces femmes qui ont eu une hémorragie du postpartum. Et pour ce calcul de différence de risque de développer un de ces troubles, on n'a pas retrouvé de différence aux 3 temps de notre étude. Est-ce que finalement cette absence d'association n'est pas le signe aussi que on aurait d'autres facteurs qui jouent, des facteurs de confusion potentiels ou cliniques pronostiques qui vont interférer dans ce risque, comme le désir de grossesse, l'investissement de la grossesse des femmes, etc. Enfin, comme je vous l'avais souligné dans les premiers résultats, ce qui nous a marqué aussi, c'est que finalement, toutes ces prévalences sont quand même élevées pour les 3 troubles étudiés. Donc, quel que soit le groupe, aussi bien dans les femmes qui ont une hémorragie que celles qui n'ont pas eu d'hémorragie, les chiffres étaient élevés. Et même, encore une fois, à distance de l'accouchement, nous, on a évalué jusqu'à 1 an. Ça fait un écho au dernier résultat qui a été publié par l'enquête sur les morts maternelles de 2021, qui souligne que malheureusement le suicide c'est la 2e cause de décès maternel 1 an après l'accouchement. Voilà, encore une fois, ce qu'il faut retenir de cette étude de Psyché, c'est que la prévalence de la dépression du postpartum et du trouble de stress post-traumatique à 2 mois de l'accouchement était supérieure chez les femmes qui avaient une hémorragie par rapport aux femmes qui n'avaient pas eu d'hémorragie, qu'elles présentent aussi à 1 an de leur accouchement des moyennes ajustées pour le trouble de stress post-traumatique qui sont encore supérieures par rapport aux femmes qui n'ont pas eu d'hémorragie, et que ça fait ressortir des prévalences très élevées de ces 3 troubles, dépression du postpartum, anxiété, trouble de stress post-traumatique chez les femmes en postpartum. C'est pas quelque chose de rare. Il semble donc important pour les professionnels de la périnatalité d'avoir conscience, même si on en parle de plus en plus, de ces chiffres élevés, pour être le plus vigilant possible, pouvoir détecter et, dans le meilleur des cas, proposer une prise en charge adaptée à chaque femme, sur le plan pas uniquement somatique, mais aussi de s'intéresser bien au psychologique de ces femmes. Au mieux, bien sûr, chez toutes nos patientes, mais être encore plus vigilant chez les femmes qui ont eu une hémorragie du postpartum. Je vous remercie. Merci. La parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions ? Avez-vous des questions ? Bonjour. Bonjour. Le stress post-traumatique est pas mal étudié en neurosciences et notamment en IRM fonctionnel. Vous avez notion d'études sur IRM fonctionnel dans le postpartum ? Non, j'avoue que là, j'avais pas... On voit une suractivation de l'amygdale normalement dans le stress post-traumatique. Donc vous n'avez pas notion d'article ? Non, par rapport à l'IRM, non, j'avoue que non. Et vous avez réussi à recruter des psychologues ou psychiatres spécialisés dans le stress post-traumatique ? On s'est spécialisé, on avait la psychologue donc, qui travaille à la maternité avec nous, et l'équipe de psychiatrie de Clermont-Ferrand qui nous a accompagnés dans ce projet pour nous guider dans le choix des questionnaires qui soient adaptés, et éventuellement aussi, ça j'ai pas eu le temps de le redire, si quand on analysait les questionnaires, si jamais on avait des patientes qui se révélaient avoir des scores très élevés, on ne les laissait pas dans la nature, on les orientait vers la psychologue du service, voire le psychiatre s'il y avait besoin, quoi. Donc, il y a des unités de psychotraumatologie maintenant dans pas mal de villes. Oui, alors c'est en train de se développer à Clermont-Ferrand, là. Donc ça va nous aider grandement pour la prise en charge de nos patientes. Il y a une collaboration qui est en train de se mettre plus fortement en place
pouvoir les orienter rapidement, même faire en amont, voilà, les aiguiller au mieux et les accompagner. Merci. Merci. Bonjour, je suis sage-femme de recherche clinique au CIC de Port-Royal. En fait, j'ai une question par rapport aux données que vous aviez recueillies. Est-ce que vous aviez pris en compte, par exemple, est-ce que la patiente s'était notée dans le dossier s'il y avait eu un entretien en suite de couche suite à son hémorragie? Est-ce qu'elle avait pu échanger avec le médecin de l'équipe, ou peut-être est-ce qu'elle avait discuté de tout ça avec les sages-femmes? Et justement, est-ce qu'il y avait eu un entretien avec la psychologue qui avait été proposé pour voir si justement peut-être ça aurait pu avoir un impact sur justement la prévalence des troubles de stress, voilà, justement. Alors, quand on a mis en place l'étude, il n'y avait rien de fléché à ce niveau-là. C'est-à-dire que nos femmes qui avaient eu une hémorragie, il n'y avait pas, on fera passer la psychologue. C'est vraiment en fonction au cas par cas dans le secteur de suite de couche, si les sages-femmes jugent nécessaire de lui proposer la psychologue. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? D'ailleurs, moi, quand j'ai recruté les femmes dans l'étude et que je présentais l'étude aux patientes, bien souvent, il y avait des femmes, notamment celles qui ont eu une césarienne, qui n'étaient même pas au courant qu'elles avaient eu l'hémorragie finalement. Donc, voilà, on est loin encore de cet entretien systématique. Il y avait, en tout cas dans le dossier, c'est pas spécifiquement noté, et il n'y a rien de fléché à titre systématique pour ces femmes-là. Vous pouvez rajouter autre chose? Pour compléter la réponse de Marine, dans l'étude, on relevait aussi à tous les autoquestionnaires, autant des autoquestionnaires, on demandait aux dames est-ce qu'elles avaient vu un psychologue, est-ce qu'elles avaient vu un psychiatre, quel traitement elles prenaient, parce que ça, on n'avait plus l'info dans les dossiers. Et surtout, les dossiers sont sous-renseignés sur les pathologies psychologiques ou psychiatriques des femmes. Donc, en fait, la base de données, elle a été croisée pour qu'elle soit extrêmement de qualité, avec le dossier du CHU pour savoir si elle avait été hospitalisée, consultée en psychiatrie, etc. Et on a croisé avec la base de l'hémovigilance, on a croisé avec la base du PMSI, on a croisé avec la base de la radiologie interventionnelle pour être sûr d'avoir une base de qualité. J'ai demandé si on pouvait baisser la ventilation, donc l'hôtesse est partie voir. Bonjour, Mathilde Roig, je suis sage-femme et je travaille au réseau de périnatalité du 92. Je voudrais revenir sur l'analyse des résultats. Comment on peut expliquer qu'à 6 mois, il n'y ait pas vraiment de différence significative, par exemple, sur le facteur de risque de dépression entre les deux groupes, alors qu'à 2 mois et à 12 mois, il y a une différence significative? À 2 mois, on peut se dire que c'est une réponse aiguë. Finalement, on est encore assez proche de l'événement. Et à 6 mois, est-ce que du coup, pourquoi est-ce que finalement, on ne retrouve pas de différence? Mais ça reste quand même assez élevé. On est quasiment à 14-15%, donc c'est quand même assez haut. Est-ce qu'elles ont pu aussi, dans le laps de temps, avoir été orientées, été accompagnées? Voilà. Et par contre, le long terme, on se dit que peut-être qu'il y a une reviviscence de ces problèmes qui peuvent survenir. Et en plus, de toute manière, c'est décrit dans la définition même de la dépression du postpartum. On le sait, il y a un pic à 4 à 6 semaines, donc assez proche. Mais on sait qu'il y a encore des cas qui durent jusqu'à 1 an. Oui, donc c'est plus une explication par rapport à la psychologie, les mécanismes, par rapport à la dépression. Oui, la mise en place de ces troubles, a priori. Merci. Question? Bon, je vais donner la parole à Marie-Julia Guibert. Bienvenue. Je vais vous laisser vous présenter en tant que sage-femme, enseignante,
à l'école de Genève. Oui, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à... Bien en face des micros pour vaincre le bruit de la... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça fonctionne comme ça. J'ai le plaisir de vous faire cette présentation aujourd'hui sur la thématique de postpartum, ne pas oublier le père. Vous allez voir que je vais élargir un petit peu et parler un petit peu plus large que la période du postpartum, qui est bien sûr très impactée par ce qui a pu se passer dans les périodes précédentes, à savoir l'accouchement et puis aussi la préparation prénatale. Donc devenir et être père, longtemps considéré comme une affaire de femmes dans la période post-industrielle, la parentalité est progressivement devenue une affaire de couple, notamment suite aux changements sociaux amorcés dans l'après-guerre, avec l'entrée des femmes dans le monde du travail, et puis ce que nous avons appelé la génération des nouveaux pères, revendiquant une place auprès de leurs enfants, même très jeunes. On peut dire maintenant que devenir père, c'est un événement pivot aussi dans la vie d'un homme. Un concept d'engagement paternel a été décrit notamment par Françoise de Montigny. Plusieurs études ont montré que l'engagement paternel a des effets sur la santé physique de l'enfant dès la période périnatale. Lorsque le père est engagé, la future mère obtient généralement de meilleurs soins pré- et post-natales. Il dispose la future mère à l'adoption de comportements, de meilleures habitudes de vie durant la grossesse en diminuant sa consommation d'alcool, en l'encourageant aussi à diminuer, voire arrêter sa consommation de tabac. Des effets bénéfiques de son engagement ont été montrés sur plusieurs niveaux concernant le développement de l'enfant au niveau physique, indirectement par une meilleure réussite de l'allaitement maternel, et plus directement par des jeux qui sont plus dynamiques et qui stimulent différemment le système locomoteur. Un effet aussi bénéfique au niveau cognitif, le père utilisant généralement un langage plus élaboré pour s'adresser à son enfant. Au niveau affectif, avec des réactions émotionnelles entre la maman et puis lui, qui offrent plus de diversité et qui sont plus enrichissantes aussi sur ce point. Au niveau social, il semblerait que les enfants de pères engagés aient plus de facilité à développer des interactions sociales dans les années qui suivent. Son engagement a aussi montré des effets bénéfiques pour la future mère, avec, on l'a vu, une meilleure prise en charge durant la grossesse quand le père est très engagé, avec une réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle. Aussi moins de stress et d'anxiété, moins de risques de dépression périnatale et une meilleure satisfaction conjugale pour les femmes. Mais la plupart du temps, les effets de l'engagement paternel sont mesurés indirectement à travers ce qu'ils produisent sur leur partenaire ou sur l'enfant. Et c'est ce que nous avons traversé juste là brièvement, mais finalement, il y a peu d'études, on en sait un petit peu moins sur les effets de cet engagement sur eux-mêmes. On a pu montrer que les pères qui se sentaient engagés dans l'accompagnement des habitudes de vie diminuaient également leur consommation d'alcool et de tabac, donc ça c'est un effet bénéfique pour eux. Il a été rapporté aussi moins de détresse psychologique et puis une plus grande satisfaction dans leur vie générale. Leur engagement affecte également positivement leur relation à l'enfant. On a pu mesurer que le sentiment de confiance et puis de compétence dans le rôle parental est plus fort, ce qui les pousse à s'engager plus encore, et on est un petit peu dans le cercle de la vertu. N'oublions pas qu'environ 10% des hommes sont touchés par la dépression périnatale. Ce chiffre est probablement sous-estimé car finalement peu recherché et pas assez dépisté. Nous savons aussi que les hommes ont envie d'être impliqués dans les prises de décision, de soutenir leur compagne, mais aussi bien sûr légitimement d'être considérés et respectés dans les maternités, ce qui n'est pas forcément leur vécu.
Une hypothèse aussi est que l'implication précoce des pères dans le rôle paternel pourrait prévenir la violence domestique. Alors nous, professionnels de la naissance, pouvons agir dans ces 3 grandes périodes traditionnelles qui nous concernent particulièrement, et je vais les parcourir les unes après les autres, pas forcément dans l'ordre chronologique de la grossesse, mais plutôt dans la chronologie des études qui nous ont amenés à aller d'une étape à l'autre, pas forcément dans le sens attendu. Donc, il y a quelques années, nous avions voulu développer une étude de cohorte qui était destinée à mesurer l'impact du vécu de l'accouchement sur 1 à 2 années. Nous n'avons pas pu mener cette étude de cohorte faute de financement, mais nous avions commencé les étapes préliminaires qui étaient d'avoir un outil d'évaluation du vécu de l'accouchement pour la mère, mais aussi pour le père. Et pour le père, nous nous étions heurtés au fait qu'il n'existait pas de questionnaire validé en français pour évaluer le vécu de cette expérience. Nous avons trouvé un questionnaire existant en suédois, celui de Premberg, le First Time Father Questionnaire, que nous appelons le FTFQ. Et nous sommes partis dans la procédure d'adaptation transculturelle. Donc c'était une collaboration entre Genève et puis Clermont-Ferrand. Je crois que là, l'équipe est assez représentée aujourd'hui. C'est chouette de se revoir ces années après. Et nous avons obtenu des répondants, parce que le questionnaire a été proposé au double de ces personnes, du nombre de répondants à peu près. 128 répondants à Genève et puis 32 répondants à Clermont-Ferrand. Alors le FTFQ en français, il se compose de 19 items qui prétendent mesurer 3 dimensions: le soutien du personnel, l'inquiétude et puis le sentiment d'être préparé à l'accouchement. Les pairs ont une échelle de Likert pour les réponses, composée de ces 4 modalités de tout à fait à pas du tout. Et les propriétés psychométriques en français étaient satisfaisantes. Le temps de remplissage est estimé à 7 minutes. Voilà à quoi il ressemble. L'intérêt de l'utiliser en couleur, c'est de voir, si on veut l'utiliser en clinique dans le postpartum, c'est de pouvoir voir de façon assez rapide les cases qui seraient cochées, qui sont en rouge, qui sont en fait les réponses les plus défavorables qu'on puisse avoir et qui peuvent orienter le sujet de discussion avec le papa qui l'aurait rempli. Je vous présente les réponses à leurs questions lors de cette validation transculturelle. Donc sur les 350 papas qui avaient accepté de remplir le questionnaire juste après la naissance de leur enfant, finalement, 1 mois après, j'ai eu les mêmes soucis que Marine tout à l'heure. Seulement 46% ont répondu malgré 2 relances. Je vais vous présenter les résultats. J'ai allégé le tableau pour présenter les résultats en rapportant uniquement les réponses défavorables par item. Et de façon arbitraire, j'ai choisi de mettre les réponses en rouge quand elles étaient supérieures ou égales à 20%. Donc, il y avait des questions sur l'avant-accouchement. Et ensuite, pendant le travail et l'accouchement, donc vous voyez que beaucoup plus que 20% des pères se sentaient vraiment inquiets, alors pour tout, pour leur partenaire, pour leur enfant, inquiets que quelque chose se passe mal, inquiets de ne pas être capables d'apporter leur soutien, inquiets face à l'inconnu et aussi préoccupés de la façon dont ils réagiraient. Toujours pendant le travail et l'accouchement, proportion importante aussi, a eu l'impression que les sages-femmes et le personnel ne se souciaient pas tellement ou pas du tout de savoir s'ils allaient bien. Et une proportion aussi importante, puisque presque 67% a eu l'impression que le personnel de la maternité ne s'était pas proposé, ou pas du tout proposé de les remplacer pour qu'ils puissent prendre une pause. On frôle aussi le 20% avec l'item tout en bas. On m'a rassurée lorsque j'en avais besoin, pas tellement, pas du tout, 19%. Après l'accouchement, presque un tiers des papas disent qu'on leur a pas tellement ou pas du tout montré comment
tenir leur enfant. Et presque 1 sur 5 aussi qu'on les a pas du tout encouragés à tenir leur enfant. Alors bien sûr, ces réponses nous ont surpris, et puis on a eu l'impression que, enfin, en tant que sage-femme, ça nous heurtait, bien sûr, parce qu'on n'a absolument pas l'impression d'être comme ça avec les papas. Donc encore une fois, c'est pas forcément ce qui est fait, mais c'est ce qui a été rapporté, et c'est ça qui est important quand même pour nous de voir. La question qu'on me pose aussi quand je présente ces résultats, que ce soit côté français ou côté suisse, c'est oui, il y avait 2 pays, 2 cultures, 2 façons de prendre en charge les gens. Est-ce que peut-être ces chiffres qui nous inquiètent sont dus aux pratiques de la France? Ou est-ce que quand je suis en France, on me dit mais c'est peut-être les pratiques de la Suisse? Donc bien sûr, j'ai eu la curiosité de regarder quand même s'il y avait une différence par site. Et j'en ai trouvé une seule, en fait, une seule différence. C'est à propos du fait de se sentir bien informé. Alors effectivement, sur cet échantillon-là, 25% des hommes se sentaient pas tellement ou pas du tout informés versus 8%. Nous avons ensuite regardé sur l'échantillon général l'impact possible du mode d'accouchement sur leur vécu par dimension du FTFQ, parce que c'était en fait notre hypothèse dans l'idée de faire une cohorte sur le suivi plus long terme de l'impact du vécu de l'accouchement. Donc, plus le score est élevé, plus la perception est négative. Et nous avons mis en évidence une différence uniquement pour la dimension du soutien, en défaveur de la césarienne de façon générale, mais particulièrement dans le contexte de césarienne en urgence. Nos conclusions étaient qu'il est important de prendre en considération aussi le vécu des pères. Le soutien du personnel doit être renforcé, particulièrement dans le contexte des césariennes. Et puis, il s'agit de reconnaître l'anxiété des pères durant le travail comme très importante. Bien sûr, on ne va pas la faire disparaître parce qu'elle est physiologique et heureusement qu'elle est là quelque part. On serait presque inquiet que les pères ne soient pas du tout anxieux durant l'accouchement, mais peut-être qu'il y a un travail de reconnaissance à faire auprès d'eux de cette anxiété. Nous avons ensuite réalisé une étude secondaire pour chercher les variables qui pourraient expliquer un plus ou moins un bon vécu de l'accouchement chez les pères. Je vais aller rapidement directement au résultat principal. Nous avons testé plusieurs variables explicatives. Il y en a 8, la préparation à l'accouchement, le mode d'accouchement, le niveau d'éducation, l'âge, l'origine, le suivi des grossesses par une sage-femme ou par un médecin, le déclenchement versus travail spontané, et puis l'analgésie présente ou pas. Nous n'avons pas rapporté de prédicteurs significatifs sur les dimensions support et inquiétude. Par contre, 2 prédicteurs sur la dimension sentiment d'être préparé pour l'accouchement, qui sont avoir suivi des cours de préparation à la naissance et puis le niveau d'éducation. Donc, bien entendu, quand les hommes arrivent en salle d'accouchement, on ne peut plus tellement agir sur leur niveau d'éducation. Par contre, notre impact pourrait être au niveau de la préparation à la naissance. C'était les conclusions de cette étude, avec l'incitation à réaliser des études pour évaluer l'effet d'une préparation spécifique pour les futurs papas, peut-être, et puis aussi mesurer leur niveau d'anxiété dans le postpartum pour voir si elles continuaient après l'accouchement. Et finalement, nous nous sommes dit qu'on pouvait faire nous-mêmes ces études. Donc, nous avons mis en place un projet pilote en 2019-2020 qui consiste à la création de rencontres entre futurs papas avec pour objectif de leur offrir un espace de parole spécifiquement dédié en prénatal pour soutenir le processus de la paternité et aussi les aider à développer un soutien social entre pères-pères. Nous avons voulu ces séances en petits groupes et puis animées uniquement par des professionnels de genre masculin. Nous avons créé pour cela un outil pédagogique constitué de 9 cartes. C'était un petit peu le symbole du 9. Vous comprenez pourquoi. Créé à partir à la fois des recherches et puis de notre expérience de sage-femme.
Donc ces cartes, elles ressemblent à ça, une petite phrase d'accroche avec un dessin humoristique pour mettre un petit peu de légèreté dans le processus. Au dos de ces cartes, il y a quelques questions qui précisent la thématique. Nous avons effectué une évaluation de la satisfaction des pairs des rencontres. Donc 83 des participants ont répondu au questionnaire. C'était un petit peu plus facile parce qu'il était donné à l'issue des séances. C'est quand même plus simple qu'à distance. Pour décrire qui étaient ces participants, 95% attendaient leur premier enfant. Ils avaient en moyenne 35 ans et 1 sur 5 parle une autre langue que le français à la maison, ce qui est illustrant de la population cosmopolite de Genève. 95% ont participé à une seule séance. Et par rapport à la question sur ce que leur a apporté ces séances en termes d'information, alors 88% ont trouvé complètement que ces séances leur apportaient les informations qui leur manquaient. Pour la deuxième question, 95% ont apprécié beaucoup à énormément d'être uniquement entre hommes. Et enfin, 75% se sont sentis mieux préparés à l'arrivée de leur enfant. Nous avions aussi une partie commentaires libres sur les questionnaires et on s'est aperçu que les papas prenaient vraiment cet espace d'expression puisque 90% ont écrit quelque chose. Alors en les synthétisant par catégorie thématique, si on peut le dire comme ça, dans les points positifs, je vous laisse lire les citations, bien sûr, ils ont rapporté l'opportunité d'être entre hommes. Ils ont aussi souligné que le processus pédagogique est facilitant. Et ils ont vraiment insisté sur l'expérience de partage, de complicité et puis de solidarité. Parmi les points améliorés, il a été demandé un peu plus de pratico-pratique. C'est vrai que ces séances au début étaient très, très émotionnelles, très basées sur un vécu de l'ordre des émotions et au détriment du pratico-pratique. Et ce sont les papas eux-mêmes qui ont demandé à avoir plus de pratico-pratique. Donc on a équilibré un petit peu le déroulement de ces séances avec ces commentaires. Une demande aussi de séances plus longues. Les séances durent quand même 2 heures, donc nous, ça nous semblait déjà long. Mais bon, il y a une demande de faire une pause au milieu pour réseauter. Et puis un petit point humoristique, une proposition de faire un apéro pour faire la séance. Et puis avoir une sage-femme aussi. Ça, c'est un point de discussion. Nous avons regardé quel pourrait être l'impact de participer à ces séances sur le vécu de l'accouchement en leur envoyant à eux aussi le FTFQ un mois après la naissance de leur enfant. Alors c'est vraiment une évaluation imparfaite avec beaucoup de biais puisqu'il y a plusieurs années entre ces 2 échantillons et puis une disproportion du groupe. Mais quand même, pour indication et piste de réflexion, il y avait une différence significative si on regarde par item, les 19 items du questionnaire. Il y avait une différence significative sur le fait de se sentir bien préparé. Et notons que sur 13 items sur 19 ont montré des résultats qui étaient améliorés par rapport aux papas qui n'ont pas suivi les séances. Donc c'est une piste à suivre. En regardant l'impact sur les dimensions et non plus sur les items, on voit qu'il y a un impact sur la perception du soutien des professionnels et puis le sentiment d'être préparé. Nos conclusions étaient qu'offrir aux futurs pères ces espaces spécifiquement dédiés semble améliorer leur vécu de l'accouchement. En tous les cas, leur expérience en termes de partage, de solidarité semble signifiante pour eux au niveau du vécu. Et notre proposition serait de proposer ces espaces avec rôle de père non genré. Par rapport à la deuxième proposition d'étude que nous avions faite sur l'idée de mesurer le niveau d'anxiété des pères dans le postpartum, nous l'avons faite grâce à un travail de master de Charlotte Dair. Et donc c'est une étude qui
comparative qui a comparé à la fois l'état anxieux et le très anxieux grâce à cette échelle que vous connaissez tous, la STAI, durant le postpartum précoce, en tous les cas avant le retour à domicile de maman bébé. Donc 99 pères pour la première fois que nous avons appelé des primipères, et puis 83 hommes qui accueillaient leur au moins deuxième enfant ou plus. Alors ce tableau, il y a beaucoup de choses, c'est un petit peu pour les décrire. Il y a des différences significatives entre nos deux groupes, ce n'est pas un essai clinique randomisé, et ces différences sont attendues puisque bien sûr les hommes qui attendent leur premier enfant sont un peu plus jeunes. Ils ont plus suivi aussi les cours de préparation à la naissance. Ils se sentent un peu moins bien préparés que les pères de plusieurs enfants. Les primipères ont aussi plus assisté à l'accouchement. On peut imaginer que les multipères n'aient pas toujours eu le temps d'arriver. Et tout en bas, par rapport à l'échelle EVA que nous leur avions transmise sur le sentiment de se sentir prêts de rentrer à la maison, ils se sentent un peu moins prêts au retour à la maison que les hommes qui ont plusieurs enfants. C'était attendu. En regardant les scores du STAI par rapport à l'anxiété, alors nous avons été vraiment surpris de ces réponses-là, en fait, parce qu'on s'attendait à ce qu'ils soient un peu plus anxieux que ça. Et les résultats ont montré qu'il y a des évaluations très basses en termes d'anxiété, mais vraiment très basses. Aussi bien pour le très anxieux que pour l'état anxieux dans le postpartum. Même s'il y a une différence significative entre les pères pour la première fois et les pères de plusieurs enfants qui est attendue, ça reste quand même dans des marges très très basses. Alors, on peut que conclure que dans le postpartum, le niveau d'anxiété des pères est bas. C'est peut-être pas là qu'il faut mettre beaucoup d'énergie en tant que sage-femme pour développer des interventions pour accompagner cette anxiété. Ce serait plus durant l'accouchement. On a réfléchi à ces chiffres pour comment les expliquer. Donc, une possibilité, c'est peut-être que le STAI n'est pas l'outil adapté. Certains auteurs le controversent. Il faudrait peut-être un questionnaire, développer un questionnaire de mesure de l'anxiété périnatale de façon plus spécifique. Le pouvoir de l'amour, on l'a intitulé comme ça, dans l'hypothèse que les pères ont souvent ce sentiment d'amour pour leur enfant qui arrive au moment de la découverte, au moment de l'accouchement en fait. Durant la grossesse, c'est plus abstrait et quand ils voient leur bébé, le prennent dans leurs bras, ils ont beaucoup décrit que ce flot d'amour arrivait à ce moment-là. Donc ce qui va avec ça, c'est une décharge d'ocytocine aussi pour eux, et on sait que l'ocytocine est un bon antidote pour l'anxiété et puis et le stress, donc ça peut être une explication. Il y a aussi la temporalité de la mesure, parce qu'on l'a mesuré dans le postpartum, c'était notre curiosité, mais finalement c'est la période où maman, bébé sont pris en charge. Si quelque chose ne va pas, elle appuie sur la sonnette et quelqu'un court, donc ils sont un peu déchargés en fait d'une forme de stress, et il y a le contre-coup de ce stress important durant l'accouchement qui tombe visiblement durant cette période-là. Donc, il serait intéressant de mesurer ce stress au retour cette anxiété au retour à la maison, parce que notre hypothèse est qu'elle remonte quand même pas mal à ce moment-là. On a quand même identifié une petite proportion de pères qui continuent d'avoir des niveaux d'anxiété élevés dans le postpartum, et pour cela, il faudrait quand même les identifier et puis les accompagner. Donc, je vous propose de retenir 3 points. C'est que les rencontres prénatales entre futurs papas, elles sont en tous les cas appréciées et semblent influencer positivement leur vécu de l'accouchement. N'oublions pas que les pères vivent beaucoup d'anxiété durant l'accouchement et qu'il faut aussi la reconnaître et les accompagner par rapport à ça. Et puis, dans le postpartum, durant le séjour à la maternité, les niveaux d'anxiété sont assez bas.
Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et voilà. Je vous invite à venir visiter Genève. Vous avez la Tour Eiffel à Paris, on a le jet d'eau, c'est joli aussi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? C'est le moment. Vous pouvez poser des questions, bien sûr, sur la présentation de Marie-Julia. Et puis, si vous repensez à des questions sur les présentations précédentes, n'hésitez pas. Et je vous rappelle que si nos oratrices sont d'accord, les communications seront disponibles sur le site de l'Audipog et on vous suggère aussi de nous laisser vos adresses mail à la sortie. Il y a une feuille pour que vous puissiez le noter. Qu'est-ce qui veut prendre la parole? Je veux bien rebondir sur les pairs. Dans le cadre de Psyché, on a fait une étude ancillaire. En fait, à la fin de Psyché, la présentation de Marine, les pairs nous ont dit « mais nous, on n'intéresse personne ». Et du coup, on a mis en place une étude ancillaire alors qu'on a dû arrêter pour des raisons réglementaires éthiques. Quand l'étude principale est terminée, on doit arrêter toutes les études, donc on n'a pas continué. Donc on a un petit effectif. Donc on a fait ça sur les pairs. On est en train d'écrire le papier. Marine, tu peux en dire un mot? Je vais essayer de te faire signe, mais... Et par contre, s'ils sont à l'initiative de l'étude, c'est encore pire pour le suivi des pairs que des mères. Marine, tu rebondis? Ça m'étonne pas. Ouais. On a cette frustration de se dire qui sont les non-répondants, quoi. Est-ce que c'est ceux qui avaient un vécu vraiment très difficile, qui ne répondent pas, ou est-ce que c'est ceux qui vont très bien et puis qui n'ont même plus envie d'y penser à l'accouchement? Oui, juste pour rebondir sur ce que tu disais, Françoise, pareil, on a eu les mêmes difficultés là pour les pères, pourtant qui, là encore une fois, étaient demandeurs de participer et de répondre aux questionnaires. Bon, on les a suivis sur un temps plus court, nous, que pour Psyché, mais on s'est arrêté on a fait le 2 mois et le 6 mois, et pareil, on a beaucoup de perdus de vue, des gens qui arrêtent l'étude alors qu'il y avait les relances aussi, d'où la difficulté de... Pourtant, c'est un moyen d'expression. On pense que les gens ont peut-être à cœur de répondre. Mais en fait, on constate que dans l'immédiat, juste ce qui suit, mais à distance, avec le quotidien, malheureusement, on a du mal à exploiter comme il faut tout ça. On aimerait forcer les choses pour aller les interroger sur pourquoi ils ne répondent pas, comme un sujet de recherche en soi, quoi, de besoin de compréhension. C'est frustrant. J'avais une question justement sur les groupes de pairs. Ils se sont organisés, vous l'avez peut-être précisé, mais si vous pouvez nous redire qui font les animations, à quelle fréquence, combien de temps ça prend par rapport au personnel qu'ils font. Est-ce que c'est dans les locaux de la maternité ou vous avez pu faire en ville, dans les locaux de l'association des sages-femmes indépendantes, par exemple? Quels sont vos projets pour que... je n'ai pas retenu aussi combien de pères par rapport au potentiel sont finalement bénéficiaires de ces séances. Oui. Alors, ces séances sont proposées 2 fois par mois. On ne peut pas faire plus parce qu'on a un souci que je pense beaucoup de maternités auraient si elles voulaient mettre en place des séances spécifiques papa entre hommes. C'est pour ça que ça mérite questionnement, c'est les ressources en hommes sages-femmes en fait. Donc avec nos ressources d'hommes sages-femmes à Genève, on ne peut pas faire plus que deux propositions par mois. Et comme vous l'avez vu, les groupes sont petits, on a choisi de le faire comme ça. Donc on touche 20 hommes par mois. Bien sûr qu'on pourrait faire plus. Okay. Donc le combat pour la suite, je dirais que c'est plus tellement au niveau de la recherche maintenant, parce que je crois qu'on a un petit peu compris comment on pouvait les aider. C'est plus au niveau politique pour
essayer d'obtenir un remboursement de ces séances pour les hommes, comme il y a un remboursement de la préparation prénatale pour les femmes. Si on pouvait obtenir au moins une séance remboursée, ce serait top. Parce que nous, on l'offre gratuitement grâce à une fondation qui s'appelle la Fondation pour la recherche en périnatalité à Genève, qui nous a permis d'offrir gratuitement cette prestation. C'est un problème pour les hôpitaux. On donne donc ces séances au sein de la maternité. Mais les pères ne sont pas des patients, donc au niveau des budgets, voilà, il y a toujours la question d'offrir une prestation à des personnes qui ne sont pas hospitalisées, qui ne font pas partie des patients. Ça tiraille un peu à ce niveau-là, donc le financement là, a été trouvé de façon temporaire. Les cliniques privées ont repris notre concept très rapidement pour l'offrir à leur clientèle, si je peux le dire comme ça, mais les séances sont payantes. Donc nous, on souhaite conserver à la maternité publique des séances gratuites pour ne pas discriminer en fonction des revenus. Mais là, mon énergie, je vais plutôt la mettre maintenant à aller travailler au niveau politique pour peut-être faire changer, obtenir une prise en charge d'au moins une séance de préparation à la naissance. Merci. Pour les hommes. Ouais, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions ? J'ai une question par rapport au problème d'horaire, parce que je me suis rendu compte, dans ma pratique un peu ancienne, qu'il y avait une grosse difficulté justement pour s'adapter aux horaires et qu'il fallait le faire soit le samedi matin, soit le soir tard. Exactement. C'est-à-dire que nous, on a fait 18 heures en semaine et puis le samedi matin, 10h midi samedi matin, 18-20h le jeudi soir. Oui. Donc c'est pour ça aussi que les ressources, en termes d'hommes sages-femmes, on en aurait assez pour faire plus de séances, mais on ne peut pas forcer les collègues non plus à travailler ces horaires-là, en plus des week-ends de garde et tout ça. Donc on se dit que peut-être une sage-femme pourrait aussi aller pour animer ces séances entre hommes. Peut-être on y viendra. Merci. Je crois qu'on arrive à la fin de cette session. Je remercie les oratrices tout particulièrement. Je remercie tous les participants. Donc, je rappelle qu'a priori, ces communications seront sur le site de l'Audipog et je vous remercie de mettre votre adresse mail. On se donne rendez-vous à 11h pour la prochaine session. Et je voulais donner une petite information en lien avec ce qui a été présenté, parce que c'est dans l'objectif de bien-être en maternité, c'est qu'il est actuellement en cours un processus Delphi pour permettre d'améliorer la pratique, la diffusion, la réalisation de l'écriture de projets de naissance par les usagers et leur réception par les professionnels. Donc, sous l'égide de Françoise Vanditelli, ce consensus Delphi sur la façon d'orienter, enfin de proposer l'expression des usagers dans leur projet de naissance et de façon que les questions soient comprises tant par les usagers que par les professionnels. En fait, c'est ce travail qui a une gestation qui n'est pas si évidente que ça, parce qu'on voit bien que c'est des problèmes de communication et d'échange des attentes entre les usagers et les professionnels. Et donc, ce travail sur le projet de naissance se révèle tout à fait riche et ça va l'être. Donc, c'est un travail en cours sous la houlette de Françoise et avec la participation de toutes les sociétés savantes qui ont souhaité s'impliquer, le Collège national des sages-femmes, le Collège des obstétriciens, la SFMP, redis-moi Françoise, on a sollicité toutes les bonnes volontés. Il manque encore des relecteurs et des cotateurs dans ces sociétés pour faire la validation finale de la proposition
d'un outil destiné à faciliter le projet de naissance, outil de communication. Voilà, donc on se donne rendez-vous à 11h.